Que la force soit avec toi, cher spectateur. Évidemment, on peut pas passer à côté. De quoi? Star Wars, enfin. Ah, c'est pour ça. Tu sais, ce pour ça que je suis là. ce D'accord, petit ouais. truc, oui, c'est pour Petit ça que je t'ai fait court-métrage, venir. d'accord. Tu sais, tu viens de très loin en plus, donc Ouais, ça aurait été un petit peu c'est dommage vrai. que tu viennes. Rien. Donc, vous l'aurez compris, on va d'abord revenir sur les deux grosses trilogies de Star Wars. Pas chaque épisode, parce que ça serait peut-être un petit peu trop long et vous avez peut-être autre chose à faire en attendant l'arrivée de Star Wars. Pour en parler avec moi, le magnifique, l'impérial, le grandiose Jimmy Condamina, le Bonjour frère tout de le monde. Fabien. Oui, je pense que ça va se voir si les gens ont Oui, déjà vu ça la va se vidéo. voir, ça va se voir. Qui est acteur, donc c'est toujours bien de le préciser. Donc il a un frère réalisateur et lui est acteur. Ouais. C'est beau. C'est Mais- une belle complémentarité. Famille c'est de pour ça que je cinéma, vous aime bien. Comment vas-tu? Bah, très bien, et toi? Bah ça va, ça va. Ça fait plaisir d'être à tes côtés, moi qui suis aussi tes vidéos, Ah d'être là devant là. la caméra. C'est cool. beau. Donc là, pour le moment, dans cette première vidéo, nous allons revenir sur la prélogie. Donc qui compte la menace fantôme, l'attaque des clones, qui aurait dû s'appeler l'armée des clones, parce qu'au final, l'attaque des clones, c'est que dans l'hiver dernière minute, donc c'est un Oui. petit peu bizarre. Il se passe même presque post après le film dans l'univers étendu, mais Ça, voilà. Et La Revanche des Sith. Donc tous les trois réalisés par George Lucas, qui raconte, pour faire simple, la découverte et la rencontre de Anakin Skywalker et son émergence jusqu'à son passage du côté obscur. Pour faire simple, et au-delà de ça, il y a évidemment plein de grosses histoires qui se mettent à tout ça. La romance avec Padmé, le développement du personnage d'Anakin, la mort de Qui-Gon Jinn dans le premier, enfin voilà. qui est important jusqu'à la naissance de Dark Vador qu'on a. La naissance de l'Empire aussi. La naissance de l'Empire aussi, également. Donc voilà, on va vraiment essayer de brasser ces deux trilogies comme quelque chose de très large, parce que si on devait rentrer dans chaque épisode, ça serait trop long, et ça aurait pas de grand intérêt, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites sur les Star Wars, et donc là, l'intérêt, c'est uniquement de revenir sur pourquoi ces deux trilogies sont très importantes dans le cinéma moderne. Rapidement, toi, qu'est-ce que tu penses de la prélogie, Jimmy? Prélogie. Alors déjà l'ambiance, je vais pas dire même peut-être même l'univers est quand même très différente de la trilogie originale. Elle est intéressante. Après les films sont plutôt inégales, je trouve dans leur qualité, et dans les films même qui sont, ça sent que c'est une prélogie. À part en tout cas moi l'épisode 3, l'épisode que je préfère en tout cas la prélogie, on sent qu'effectivement c'est les origines. On sent que c'est un peu un préquel par rapport si par exemple une personne verrait que cette trilogie là. Bah, en tout cas, au début de l'épisode 1, peut-être même l'épisode 2, c'est bien, enfin les films sont pas mal, mais on aurait peut-être un peu de doute sur où est-ce que ça va nous mener, qu'est-ce que ça nous apporte, qu'est-ce que ça nous raconte. Donc du coup, ouais, je pense qu'il faut vraiment les définir comme une prélogie, quoi, par rapport vraiment à la trilogie originale. Non mais c'est vrai que c'est pas bête en plus que les fans l'aient appelé la prélogie, parce qu'au final c'est ça en fait, c'est pas une nouvelle trilogie, c'est vraiment une prélogie, c'est toute une batterie d'histoires qui vont amener à la construction de l'univers que l'on voit dans le 4, le 5 et le 6. Donc ça qui est intéressant, et puis c'est encore plus intéressant parce que autant la trilogie originale, Lucas l'a pas du tout porté tout seul, il l'a porté avec une batterie de producteurs, de scénaristes et de réalisateurs. Alors que autant cette prélogie, il l'a vraiment porté à bout de bras tout seul, en se disant je veux raconter une histoire qui fasse plaisir aux fans et qui en plus me permette de comprendre un petit peu mon univers. Alors je pense ne pas dire de bêtises, comme quoi ça se ressent que rien qu'en ayant écrit le 4, 5 et 6, il avait déjà dans la tête de faire une prélogie pour expliquer l'origine de Dark Vador. Parce que si c'était pas le cas, ce serait un petit peu bizarre. Et puis c'est surtout que ça se ressent quand on sent que... Enfin, ça a déjà été dit par beaucoup de monde, mais on sent que cette prélogie fait constamment écho à la trilogie, d'origine. Enfin, que ce soit dans certaines scènes, que ce soit dans enfin, c'est bête, mais par exemple, les scènes clés du premier film, c'est une scène de bataille dans l'espace, tout comme dans le 4. Exactement, ouais. Il y a beaucoup, même j'ai remarqué sur toute la prélogie, même la trilogie, il y a beaucoup de références et d'échos, effectivement, le 1 avec le 4, même le 2 avec le 5, et même le 3 avec le 6. Ouais, c'est ça. En tout cas, dès le premier, ouais, on le sent pas mal. T'as la bataille, effectivement, dans l'espace, avec l'armée de Naboo sur la base de la Fédération du Commerce, qui fait vachement écho à la fin contre l'Étoile Noire. T'as pas mal de trucs comme ça, ouais, qui font, je pense, du coup, pour aussi amener une nouvelle génération, mais aussi montrer aux autres, regardez, c'est quand même toujours Star Wars. C'est ça. Ça vous rappelle les films qu'on avait fait, sans que ce soit des remakes et des reboots. Heureusement, merci. Heureusement. Non, c'est bon. Déjà rapidement au niveau de l'écriture. Alors l'écriture, c'est que George Lucas, sauf sur le deuxième épisode où il s'est entouré de Jonathan Hayes, qui est un autre jeune scénariste, pour essayer d'apporter un petit peu de nouveauté, et surtout de l'équilibre, parce que... Alors, le scénario du 1 est plutôt bien, je trouve, moi, de mon côté. Je trouve le scénario du 1 assez intéressant. Ouais, je le trouve intéressant, il a vachement... Enfin,
en tout cas moi, je sais pas si c'était l'avis général, j'étais un peu plus jeune, du coup je m'attardais moins sur les avis des autres, mais du coup on voyait quand même une rupture par rapport à l'ambiance, forcément c'était le premier film de la prélogie, mais en tout cas on sentait une autre ambiance différente. Moi qui m'avait plu, mais par rapport aux 4, 5 et 6, on voyait qu'effectivement les films n'avaient pas tourné à la même époque, et même effectivement, même dans l'univers, c'était obligé. Là on revient, on a le Conseil des Jedi qui est encore présent, on a la Fédération du Commerce, on n'a pas d'Empire. Mais je trouve que ça a quand même été plutôt bien amené. C'est ça. Mais après, on sent le premier, moi je trouve c'est au niveau du ton vraiment de l'écriture, c'est plus léger que ce qu'on a pu avoir dans le 4, 5 et 6. C'est-à-dire que là, vraiment, avec le premier épisode, il a vraiment voulu partir sur une note très légère, presque enfantine, je trouve. Notamment avec des personnages comme le personnage de Jar Jar Binks, tous les personnages des habitants de Naboo. C'est assez particulier, mais je trouve vraiment qu'il y a une très grande légèreté et que déjà il n'y a pas beaucoup de morts, contrairement à la plupart des Star Wars où ça aligne quand même beaucoup les cadavres. C'est vrai, ouais. Et le premier est assez léger. Et dès le deuxième, on sent qu'ils ont voulu rattraper ça en apportant vraiment un univers qui était très lourd, où on sent un espèce de poids qui pèse sur l'ensemble des personnages, voilà, notamment avec la place du comte Dooku, cette espèce de dark... Tyrannus, voilà, qui a l'air d'être un espèce de halo qui entoure totalement la galaxie. Enfin voilà, c'est assez particulier, mais dès le deuxième ça, et puis le 3, alors là, le 3, on est carrément sur un truc ultra dark, où ça nous annonce tout de suite l'idée que tout va s'écrouler. Puis il était attendu forcément, c'est le dernier film qui restait raccrocher la trilogie, donc ouais, il était... au niveau de l'écriture du 2, clairement l'écriture du 2, je sais pas ce que t'en penses toi, mais moi je la trouve vraiment maladroite quoi. Elle est pas du tout fine quoi, on sent que c'est très mal équilibré déjà. On aurait presque pu couper 40 minutes de film je trouve. Tellement c'est... Qu'est-ce que tu aurais coupé toi toute la scène dans les prés, Oui, c'est vrai qu'une seule aurait suffi je pense pour amener ce côté... Voilà, ils sont amoureux, mais c'est Roméo et Juliette. Mais c'est vrai que du coup, on revient sur cette scène dans les prés qui est un peu cucu, disons-le. Il y a la scène, effectivement, où ils sont après, le soir, où là, ils sont en train d'avouer le sentiment, que ça peut être possible. Puis un peu aussi au début, quand justement Anakin re-rencontre Padmé depuis un moment. Et oui, il parle dans la chambre. C'est ça. On a un peu pas mal de scènes qui se répètent dans les messages. Et c'est vrai qu'il y a certaines qu'on aurait pu peut-être éviter ou éviter de répéter. Ouais. C'est assez maladroit. Et puis, vraiment, t'as la sensation de voir quelque chose d'intéressant, mais que c'est pas poussé à son paroxysme. C'est-à-dire que c'est un amour à la Roméo et Juliette. T'as bien fait de le dire, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire c'est cette espèce d'amour impossible qu'ils ont quand même envie de vivre. Et merde quoi, on le ressent pas quoi ça. On ressent pas ce poids dramatique qui pourrait entourer les personnages. On n'a pas la sensation que la révélation de leur amour pourrait vraiment faire en sorte que tout s'écroule autour d'eux. On a juste la sensation, et puis c'est bien révélé dans l'épisode 3 quand Obi-Wan s'en rend compte, ça n'a aucun poids quoi. Ça n'a aucun poids dramatique de le découvrir. C'est juste, c'est juste con. Peut-être parce que je me dis dès le début du 2, en plus c'est vrai que ça comme ça, on sait que Anakin lui en est fou amoureux, qu'il pense... Elle, on voit qu'on ne sait pas trop au début, et c'est vrai que du coup, on l'apprend, mais on n'est pas plus bousculé que ça, on se dit pas, oui, d'accord. Même sans savoir que dans la trilogie, on sait qu'ils vont finir ensemble, même en mettant ça de côté, c'est vrai que leur histoire a un impact pas assez important qu'il devrait avoir. Ça aurait pu être beaucoup plus fort, je trouve. Notamment par le biais de scènes. Enfin, moi, il y a une scène que je trouve vraiment intéressante et particulièrement fine, c'est la scène juste avant qu'il rentre dans le Colisée. Où justement Padmé dit enfin à Anakin qu'elle l'aime. Et j'ai trouvé cette scène vraiment forte. Celle-ci, elle est très belle. Elle est très très belle. Et encore, je pense qu'elle aurait dû l'être un peu plus. Et ça, c'est parce que précédemment, ça n'a pas été assez haut niveau. Et du coup, celle-ci est belle, mais on se dit, entre guillemets, voilà, tout le début, c'est ça qui aurait dû être beau. Savoir qu'ils se courent plus ou moins après. Et là, oui, forcément, ils pensent qu'ils vont mourir, donc ils s'avouent leurs sentiments. Et du coup, elle est belle. Mais c'est dommage de dire c'est la première scène où on trouve ça beau. Ouais, ça aurait dû l'être depuis le début, ça peut être plus compliqué, plus complexe. Parce qu'avant nous avons de magnifiques dialogues du type je n'aime pas le sable, c'est grossier, ça irrite la peau et ça fait mal. Ça s'invite partout, je sais ça. C'est vrai que la phrase, je sais pas d'où ça sort. Je pense que même les fans de Star Wars, si on met juste cette citation, on va dire ça me dit quelque chose, mais c'est quoi, c'est Star Wars? Ah oui, oublions. Oui. Enlève. Et puis au niveau de l'écriture du 3, alors là l'écriture du 3, moi je la trouve vraiment grandiose. Je la trouve vraiment très très bien faite parce qu'on retrouve ce côté très épique qui faisait l'envergure dramatique de films comme l'Empire contre-attaque. Enfin voilà, il y a vraiment ce côté tragédie shakespearienne où on a la sensation
que tous les personnages ont un poids dramatique et un espèce de poids tragique, presque une fatalité du destin qui leur tombe sur les épaules. Tout le long du film, dès le début, enfin moi je pense que c'est le cas en général des gens, c'est moi le film que je préfère en tout cas de la prélogie, c'est l'épisode 3. Forcément parce qu'il était aussi énormément attendu, la transition, enfin la conclusion, comment ils vont ramener, s'accrocher à la trilogie, mais ouais je pense que c'est le même niveau du jeu. Moi du coup un regard en tant que comédien plus axé sur les personnages, les jeux, les intensités. En tout cas ouais il y a une grande évolution d'Hayden Christensen que moi j'avais du mal à apprécier en tant que personnage. Après on se dit que c'est le personnage, son interprétation, c'est pas le comédien que je n'aime pas, mais non. Mais c'est son interprétation qui est assez dans le 2 particulière. qui est délicate. Il y a des fois il y a des belles scènes au moment où en tout cas il parle qu'il a tué les chasseurs hommes des sables. Elle est sympa, mais il y a un petit côté on se dit dommage, il y a un petit truc qu'on croit il surjoue moins, un petit peu trop. Ouais. Il surjoue un petit peu trop. Un petit côté. Alors que pourtant la Dans scène le 3, où sa mère meurt, où il l'a dans les bras, bien. et elle est très très bien. Et il y a vraiment une très belle évolution où on comprend voilà que le côté obscur va totalement. Là on le sent vraiment arriver. Va totalement le prendre. Et pareil, moi je trouve dans le 3, ce qui est vraiment hallucinant, c'est qu'il y a un paquet de scènes qui sont d'une intensité dramatique absolument folle et qui n'ont quasiment aucune nécessité d'écriture supplémentaire. C'est-à-dire par exemple la scène de la scène du milieu de film. Vraiment la scène tout au milieu du film où Anakin a ce poids, c'est-à-dire il y a Mace Windu qui part au Conseil des Jedi qui part au Sénat pour s'occuper de Palpatine, et il y a Anakin qui doit rester au Conseil des Jedi. Cette scène-là, elle est juste magnifique parce qu'il n'y a aucun dialogue, c'est juste un jeu de regard et un jeu de mise en scène. Et elle est superbe quoi cette scène-là. Et à chaque fois que je revois le film, je me dis vraiment, enfin c'est bête mais c'est drôle, à chaque fois je me dis qu'est-ce qui se passerait si Anakin resterait. C'est ça, tu te dis toujours ça, t'as envie d'y croire. Toi, tu dis à ta télé, reste pour voir comment ça pourrait se passer après. S'il te plaît. C'est ce qui est inutile, mais non, c'est vrai que du coup, voilà. Du coup, quand on se détache, quand on se dit tiens, c'est con, je me dis ça, et du coup, tu te dis c'est que la scène marche vachement bien. C'est que le film est bien écrit, quoi. C'est que c'est bien fait. Tu te dis que ça marche vraiment, quoi. Tu te prends vraiment au jeu, tu te dis ouais, attends voir ce que ça pourrait bien se passer. Il t'a dit reste là, tu auras ma confiance. Ouais, c'est ça. Tu te mets presque à parler à ta télé, à commencer à lui dire moi, non, ça, n'y va pas. Pourquoi tu y vas? On sait très bien ce qui va se passer si tu y vas. Puis je dis oui, non, c'est bon, je connais le film. Après, t'es dans la merde. Non, mais c'est vrai que du coup, ouais, ça, c'est un signe en tout cas que l'écriture marche bien, que le film marche bien, effectivement, que leurs jeux sont vachement évolués. Et bien surtout. Mais il n'y a pas que lui, en tout cas même celui de Nathalie Portman qui elle aujourd'hui bien explosé, lui moins. Hayden Christensen, il fait quelques films, mais... Hayden Christensen il est quand même très limité, quoi. Il a pas fait de grands films, quoi. Le dernier film que j'ai vu à la télé, je crois qu'il est récent en plus, c'est avec Adrien Brody. Oui. Et ça s'appelle The Heist, donc le braquage. Oui. Je sais pas. Oui. Il est pas trop mal. Enfin, je crois qu'il date de... Il date de 2013, je crois. 2013-2012. Plutôt récent. Ouais. Mais voilà, à part ça, s'il avait fait un film qui s'appelait... il y avait Jumper, qui était vraiment son film qui était très connu. Tu avais 2-3 films de braquage, dont un avec Paul Walker qu'il avait fait, qui était pas très très bien. Puis après, il avait fait un film, alors je ne saurais plus te ressortir le nom, mais c'était un film sur une affaire qui avait entourné le New York Times et le Washington Times, où il jouait le rôle d'un journaliste en fait qui avait falsifié des sources. Et là, il était vraiment hallucinant dans le film. Enfin, il avait un rôle absolument sublime. Il faudrait retrouver le nom du film, mais le film est vraiment excellent. Mais comme quoi, oui, même s'il a joué dans une franchise, même s'il est très bien dans le 3, le 2, je pense que les gens ont vu que c'était un peu... les gens gardent surtout son interprétation du 2, quoi. Et résultat, quand ils voient le 3, il y a plus les autres trucs qui explosent, quoi. On se dit, tiens, c'est pas mal, mais on a toujours le souvenir. C'est ça, c'est un peu ça. Qui décalait. Mais en tout cas, ouais, et par rapport à Natalie Portman aussi, a quand même fait, même si elle est bien dans le 2, elle a quand même, je trouve, une belle évolution. Ouais, c'est vrai. Le 3, elle ressemble plus à la Natalie Portman qu'on connaît aujourd'hui, qui maintenant fait des films en veux-tu, en voilà, et des très belles interprétations, quoi. Mais... Au niveau de la mise en scène, alors là, ça va être intéressant. Parce que George Lucas est un grand sujet de controverse dans ce genre-là. Ça, c'est vrai. Parce que autant pour certains c'est un réalisateur, pour d'autres c'est un auteur, pour d'autres c'est un metteur en scène, et pour d'autres c'est carrément un faiseur à la solde des studios. Dans la prélogie, pas du tout, parce que c'est vraiment... il reprend exactement les codes de mise en scène qu'il a utilisés dans le premier Star Wars, dans le 4. Moi j'ai un énorme problème avec George Lucas, c'est qu'il a des idées, mais punaise, qu'est-ce qu'il les exploite mal des fois. Les transitions, qui étaient quand même sa marque de fabrique dans le premier Star Wars. C'est lui qui a instauré ça, ce qui normalement aurait dû passer pour le truc le plus ridicule de l'histoire de l'humanité, puisque aujourd'hui, le seul logiciel qui utilise des effets comme ça s'appelle Movie Maker. C'est Windows Movie Maker. Donc, c'est dire, mais à l'époque, c'était ultra ambitieux et ça marchait, et ça marche encore.
Le problème, c'est qu'à partir du deuxième film, il se met à avoir des idées de transition, mais qui sortent du trou du cul du monde, où il fait des petits carrés de tous les côtés qui partent. Tu sors un peu du film, à des moments. Pourtant, c'est vrai qu'il n'y a que dans Star Wars où tu peux avoir des transitions comme ça. C'est ça, et ça passe. C'est Star Wars, c'est normal. Les rideaux, le côté où ça passe ça en tourne, timer. On verra si J. Abrams. Je pense qu'il l'aura fait. Ça fait partie des codes là, si tu fais pas ça. Mais c'est vrai que c'est vrai que c'est dommage parce que voilà, il est le seul à pouvoir le faire. Il est parti trop loin. Et là, il a pas réussi à revenir. Quelques-uns qui te sortent un peu du film. Tu passes rapidement, mais tu dis bon, j'aurais pas fait ça. Je suis pas George Lucas, mais j'aurais pas fait ça. Mais ça c'est particulier. Et au-delà de ça, je trouve que George Lucas, malheureusement, a tout de même une mise en scène qui... alors, dans un sens, je trouve que George Lucas est un combattant. Parce que c'est un mec qui, dans un monde où ça avait tendance à tomber dans l'espèce de cinéma popcorn qui était ultra mâché, où il fallait tout ultra cutter pour dynamiser l'action, George Lucas reste un de ces rares mecs qui tout de même attend et laisse l'action se dérouler dans son cadre avant d'amener le montage. Ce qui donne beaucoup de séquences où tu as avant tout des beaux plans qui te montrent quelque chose d'impressionnant et une envergure vraiment dense. Enfin, je pense la séquence de combat dans l'espace du tout premier film est vraiment à l'image de ça, c'est-à-dire c'est beaucoup de plans larges. C'est-à-dire qu'il évite de vraiment ultra cutter entre les cockpits. On a vraiment en plus beaucoup de références aux 4. Et au-delà de ça, voilà, tout est conçu dans cette image-là. Enfin, les combats au sabre laser, avec le combat ultra emblématique du premier qui est Darth Maul contre Qui-Gon et Obi-Wan, est superbement filmé parce que il joue sur la tension. C'est pas un truc ultra cut où ça va partir dans tous les sens et où ça va couper toutes les 2 secondes. C'est au contraire des plans très travaillés qui mettent en avant l'envergure du décor, qui mettent une espèce de décor surréaliste où ils sont sur des pontons avec un vide intersidéral en dessous. Non, c'est vrai que sur ça, il a une perception qui est vraiment intéressante et qui, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément. Aujourd'hui, je pense qu'on a plus tendance à couper vachement, c'est ça, à plus couper au montage et du coup, c'est intéressant. Après, des choses que j'ai entendues. Je n'ai pas travaillé personnellement avec George Lucas encore. Non, mais j'ai souvent entendu dire qu'il n'était pas très bon en direction d'acteur. Oui, ça c'est ce que beaucoup de gens attendent justement dans le set. Ils se disent, vu que c'est plus Lucas, il va y avoir forcément des acteurs qui seront poussés beaucoup plus loin. Dans un sens, avec la prélogie plus qu'avec la trilogie, dans la prélogie, il y a des acteurs qui de base ont déjà une grosse carrière derrière eux. Que ce soit Samuel Jackson, que ce soit Liam Neeson, que ce soit Ewan McGregor, que ce soit Nathalie Portman, enfin voilà, c'est comme des acteurs qui ont une carrière. Peut-être un peu, du coup, juré pour Nathalie Portman, Hayden Christensen. Pas mal de gens disent, c'est vrai. Après, c'est moite-moite. Enfin, normalement, le comédien est censé pouvoir gérer tout seul, mais c'est vrai que voilà, quand tu travailles, je pense, dans un film Star Wars, tu dois quand même avoir une petite pression. C'est ça, je pense. Mais c'est vrai que c'est souvent des choses que j'ai entendu dire, voilà, comme quoi il a du mal en tout cas sur ça. En même temps, c'est délicat quand tu es réalisateur, c'est vrai qu'il faut que tu aies beaucoup de regard, metteur en scène, direction d'acteur. C'est beaucoup de choses très différentes qui sont difficiles à gérer, que voilà, tout le monde ne sait pas forcément faire. Mais en tout cas, sur la mise en scène, c'est vrai qu'il a vraiment un œil vraiment intéressant. Moi, je vais rebondir sur la fameuse séquence dont on parlait tout à l'heure, cette séquence vraiment de bascule dans le 3. Je trouve que c'est une des séquences les plus représentatives parce qu'elle est vraiment très très bien filmée. Le fait qu'on pose la situation, on te montre Anakin dans le Conseil des Jedi et on te montre Padmé qui est chez elle. Ensuite, on se rapproche des personnages. On les montre tous les deux qui vont se faire face. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite ? On fait des longs plans qui vont d'un lieu à un autre. Et derrière, qu'est-ce qu'on a ? On a la musique de John Williams qui monte en tension, avec des petits chœurs tout en fond derrière, des gros corps bien graves, et en plus la voix off de l'empereur derrière, en plus qui rajoute qu'il n'y a que en passant du côté obscur qui pourra sauver Padmé. C'est des idées de metteur en scène qui sont très très bien faites, quoi. C'est vraiment impressionnant et ça fonctionne super bien. Et au-delà de ça, il y a des transitions qui sont ultra maladroites, on a des séquences qui s'enchaînent pas forcément très bien dans le 1 et le 2 en tout cas. Et on a Jar Jar Binks. Alors me dérange énormément. Dis-moi, c'est vrai qu'effectivement, je suis pas spécialement fan de ce personnage, mais j'ai rarement compris pourquoi il y avait tant de haine envers ce personnage. Mais parce qu'en fait, Jar Jar Binks malheureusement est un personnage qui n'amène rien de manière dramatique dans Star Wars, et c'est ce qui fait que Star Wars, La Menace Fantôme, est un film pour enfants. C'est-à-dire que Jar Jar Binks désamorce quasi totalement toutes les actions dramatiques qui sont supposées se passer. Il a un rôle de... j'ai perdu de comic relief. Voilà, exactement. C'est un comic relief, mais c'est un comic relief puissance 10 000. C'est-à-dire que le mec, tu vas avoir un impact dramatique, il va tout te casser. Par exemple, imagine, tu l'enlèves de la séquence de bataille finale entre les Gungans et les droïdes. C'est une séquence d'une noirceur totale parce qu'il y a des Gungans qui crèvent par paquet de 1000
et c'est ultra noir. Mais Jar Jar est là pour constamment faire des vannes. Genre, vas-y, on va tourner une boule. On a des belles scènes, du coup ça s'équilibre. Enfin, ça s'équilibre. Non, justement, on revient sur un côté, et du coup ça a du mal à s'équilibrer. C'est vrai c'est vrai que t'as un petit côté, on reste en arrière, on dit tiens c'est pas mal, puis après on revient sur Jar Jar, oui c'est drôle. Un peu comme si quelqu'un nous parlait pendant la scène en fait. C'est un petit peu comme si t'avais quelqu'un qui était à côté de toi et qui constamment te racontait des blagues. Du coup tu dis oui attends je regarde, oui d'accord. Tu regardes, attends, oui. Ouais, ça je suis d'accord. Et dans un sens, il fait clairement écho aux Ewoks. Et notamment au petit Ewok. Tu trouves Wicket ? Oui, complètement. Je trouvais, moi, quand il tourne la boule et qu'il se foire et qu'il tombe, qu'est-ce qu'il y a dans Star Wars 6 ? Il y a le petit Ewok. Comment il s'appelle le petit Ewok ? Wicket. Et bah Wicket, à un moment, il tourne pareil une petite boule et il se casse la gueule en arrière. Et Jar Jar fait la même chose. Wicket, si tu nous regardes, je suis fan de toi. Non mais en tout cas, moi il me faisait plus penser à... je crois que c'est Durandal. J'en parlais, non, et je pense... Je parle de la concurrence. tu peux. Non, je regardais et c'est vrai que je fais réflexion qui parlait qu'il remplaçait par rapport aux autres films C3PO, qui a ce rôle justement un peu de détendre un peu l'atmosphère, qui dans le 1, enfin, on le voit mais quasiment pas présent quoi. Ouais. Mais après oui, aussi, Durandal expliquait aussi dans sa vidéo, et là-dessus je le rejoins dans un sens, que Jar Jar est amené pour ensuite donner les pleins pouvoirs au chancelier Palpatine dans le deuxième. Ce que personnellement je trouve un petit peu dommage parce qu'il aurait pu y avoir une construction d'un personnage beaucoup plus fort parce que c'est supposé être une décision vraiment grave. Et là à ce moment-là, ce qui m'énerve c'est qu'on nous fait passer ce personnage pour le compte service, désolé de dire ça, qui se retrouve inconsciemment et par facilité à élire le chancelier comme le souverain suprême de la galaxie. Et c'est vrai que même moi du coup c'est vrai que ça m'a fait tilt, et justement c'est la preuve que le fait que ce soit ce personnage là qui en est responsable, bah c'est un peu trop léger, ça n'a pas assez d'impact effectivement. Si ce serait un autre personnage on se dirait putain mais le con, non du coup, et là c'est vrai que ça passe un peu à la trappe, et on se dit pourtant c'est un acte qui a énormément de conséquences. Ce que moi personnellement je trouve dommage parce que ça va à l'encontre de tout ce que Lucas cherche à construire avec la prélogie, parce qu'au-delà de simplement raconter la naissance du mal à l'état pur, il raconte quand même la montée en puissance d'un régime dictatorial au sein d'une démocratie, ce qui fait très légèrement écho à une petite partie de notre histoire internationale qui se nomme la Seconde Guerre mondiale et la montée en puissance du nazisme. Vous regarderez dans vos manuels. Voilà, et donc très clairement, je trouve que ce personnage-là dédramatise ce qui aurait pu être une montée en puissance d'une dictature. Du coup, c'est vrai que je suis d'accord. Du coup, en prenant en globalité la prélogie, c'est vrai que son rôle, du coup... dédramatise, pardon. Après, c'est du détail, mais c'est vrai que résultat, il y a tout derrière qui est d'une intensité forte, et il arrive et il fait un peu cheveux sur la soupe, quoi. C'est un petit peu dommage. Bon, eh bien, ta magnifique profession va nous aider à regarder un petit peu de plus près le jeu des acteurs, que tu as déjà évoqué un petit peu tout à l'heure. Quel acteur tu trouves est le plus marquant dans cette prélogie ? Plus marquant ? Ouais. Je suis sûr que tu vas me dire Hayden Christensen parce qu'il joue Dark Vador. Mais vraiment, tu vas me dire Ewan McGregor parce que c'est Ewan McGregor le vrai bon acteur de cette prélogie. C'est délicat, sur différents aspects. Justement, je pense, en l'étant du coup vraiment général, Ewan McGregor a une belle évolution de son personnage sur les 3 films. Quand on prend, par exemple, pour voir vraiment passer du 1 où il est encore Padawan, et du 3, sur son jeu, on voit vraiment, bon, forcément ils ont joué aussi sur le physique, il a la barbe après, mais on voit vraiment une évolution de son personnage, l'assurance qu'il a en tant que Jedi. Maintenant il était Padawan avec Qui-Gon Jinn, maintenant c'est lui, rôle inversé avec Anakin. Après, Liam Neeson est pas mal. Liam Neeson est exceptionnel dans le rôle de Qui-Gon Jinn. Après j'allais dire dommage qu'on le revoit pas après, sous forme... Juste déjà, on parle de lui dans le 3, j'ai kiffé. C'est vrai qu'on l'évoque, Yoda l'évoque en disant tu vas retrouver quelqu'un qui va pouvoir t'aider, un ami qui est revenu de la Force. Mais je pense que ce soit bien, on l'aurait amené, ça aurait été débile. Mais du coup on a envie de le revoir, donc je pense que c'est une preuve comme quoi le personnage était vraiment bien, sur l'interprétation. Après, je pense que je te dirais peut-être... parce que Hayden Christensen, je le préfère vraiment que dans le 3. Oui. Dans le 2, j'ai du mal. Et dans le 1, Jack Lloyd, je crois que c'est son nom, petit acteur, je dis pas de bêtises. Oui, c'est Jack Lloyd, oui. Qui pose problème. C'est vrai qu'il pose polémique, cet acteur-là. Il y a des gens qui trouvent qu'il joue très très mal. Moi, personnellement, je vois très mal. Il a un jeu d'enfant, donc c'est compliqué. Oui, c'est ça. C'est compliqué. Forcément, il existe quelques enfants qui ont un jeu extraordinaire, mais bon. Non, je le trouve pas mauvais pour autant, ce petit enfant, mais surtout en plus qu'il avait déjà fait plusieurs films. Oui.
Depuis, par contre, il a quasiment plus rien fait et en même temps, il a très très mal vieilli. Il a grandi, il a grossi. Oui. Ça me rappelle un autre acteur, dis donc, qui aurait joué dans un film avec Bruce Willis où il voit des enfants morts. Qui aussi a pas mal grossi, ce petit garçon. Mais non, ouais, du coup, je pense que je retiendrai Ewan McGregor dans la prélogie en tout cas. Ouais. Moi, j'aime bien Ian McDiarmid, celui qui joue l'empereur Palpatine. Ouais, lui aussi, il est. Mais en fait, c'est particulier, bien, mais il m'éclate parce que dans le 3, il surjoue à mort tout le long du film. Je sais pas si tu te rappelles. Il a un côté très théâtre. Il a un côté très théâtre. Et ça marche vraiment bien. Sur scène, lui, on pourrait le mettre, il serait pas en dessous. Les autres, tout serait un peu en dessous au niveau du jeu, mais lui, ouais, il est à fond. Même dans sa façon de jouer aussi. Après. Ah, et puis la fameuse séquence, tu sais, où il envoie les éclairs sur Mace Windu. Pouvoir mon pouvoir. Non, c'est vrai, ouais. Mais c'est vrai que pourtant, ça m'a pas. Enfin, moi, en tout cas, quand j'ai vu, je me suis pas dit c'est too much. Ah non, moi je trouvais ça génial. Même en leur voyant, je me suis dit, ah mais c'est exceptionnel. Il joue le méchant ultime de l'histoire de l'humanité et il est génial. Quoi. Je pense qu'il y a que lui qui peut le faire. Peut-être aussi pour faire vraiment un contraste entre l'image qu'il se donnait en tant que sénateur Palpatine. C'est ça. Et montrer réellement qu'il est en fait le seigneur noir des Sith, que tout le monde présumait son existence sans jamais savoir qui c'était. Mais ouais, non, ça lui aussi est pas mal quand même. Et puis rapidement, il faut quand même l'évoquer, il y a Christopher Lee qui joue le Comte Dooku. Oui. Qui tout de même est un très très grand acteur qui nous a quitté tout récemment malheureusement, mais il est vraiment impressionnant dans le rôle du Comte Dooku. Il est très secondaire, c'est vrai dans un sens, mais il passe bien, moi je trouve. Mais puis bon. Après son rôle n'a pas énormément d'impact sur l'univers, mais je trouve en tout cas il arrive à la rendre impactant. Il arrive à la rendre impactant, pas forcément montrer qu'il a un impact grand sur l'univers, mais il arrive à le rendre assez impactant pour faire en sorte de le faire ressortir et qu'on se dise à la fin, ce personnage a participé à la bascule de Anakin vers le côté obscur. Puis effectivement, ils en parlent un peu en disant vraiment que c'était un Jedi, que c'est pas possible que ce soit justement qui travaille avec la Fédération du Commerce. Du coup, je pense que ça y joue, mais c'est vrai que son jeu du coup impacte beaucoup. Et ça, du coup, c'est un comédien, c'est magnifique quoi. C'est ça, complètement. Bon, bilan de la prélogie. Qu'est-ce que tu en gardes de cette magnifique prélogie? Donc la menace fantôme, l'attaque des clones et la revanche des Sith. Qu'est-ce que je retiens? Délicat à dire. La revanche des Sith. Bon, déjà, quel film tu préfères dans les trois? Moi, c'est la revanche des Sith. La revanche des Sith. Donc pourquoi la revanche des Sith? Après, essentiellement, quand je pense à la revanche des Sith, je pense énormément au combat de fin et la scène de fin entre Anakin et Ewan McGregor, qui moi, en tout cas, en tant que comédien, je kifferais faire ce genre de scène, qui est très belle. Enfin voilà, où lui, il a ses jambes coupées, je te hais, puis il le regarde, je t'aimais. Non, c'est une très belle scène. Après, du coup, forcément, c'était l'épisode très attendu. Moi, ils vont refaire pour raccrocher à l'autre trilogie, mais ouais, il y a une belle évolution, en tout cas chez les comédiens, il y a une belle évolution chez tous. Je pense que c'est celui qui a peut-être meilleure qualité, effectivement, scénaristique. Et puis, ouais, je pense que c'est vraiment l'évolution de l'épisode 1, voilà, il a essayé d'amener quelque chose. Le 2, comme tu as dit, il a voulu se corriger un peu pour que ce soit un peu moins enfantin. Et le 3, du coup, est un bon combiné de ça, de retrouver vraiment l'esprit Star Wars, forcément différent de la trilogie originale, c'est sûr. Mais voilà, moi, c'est celui que je préfère pour tous ces petits aspects-là que je viens de citer. Après, je ne saurais pas quoi t'as rajouté comme je suis totalement d'accord avec toi. Je trouve que tu as complètement raison. C'est vrai que c'est le film qui est le plus abouti techniquement parlant, qui scénaristiquement est parfait. Il n'y a aucune scène à enlever. Tout est ultra dynamique. Il y a un équilibre dans tout l'ensemble de la narration. Il y a des scènes qui sont ultra emblématiques, notamment la scène où tous les Jedi vont mourir, qui est peut-être l'une des plus belles scènes. L'Ordre 66 l'Ordre 66, elle est magnifique. Et puis voilà, il y a des très bons acteurs, tu l'as dit, j'ai pas besoin de rajouter grand chose là-dessus. On va faire une pause et on va se retrouver pour parler de la fameuse trilogie.